Donc le professeur Guy Meyer, qui est à l'hôpital européen Georges Pompidou, le plus bel hôpital de l'univers, qui est expert en thrombose et qui nous fait régulièrement le plaisir de venir nous parler de cette dimension majeure en cancérologie et qui, pour ma part, est un soutien et un leader incroyable au niveau de l'hôpital et ailleurs, sur le plan universitaire. Après une telle introduction, je ne sais pas si je vais être capable de faire le topo. J'ai des relations avec l'industrie pharmaceutique et donc toutes les firmes qui fabriquent de près ou de loin des anticoagulants. Il n'y a pas d'enrichissement personnel, mais c'est du support pour nos projets de recherche académiques. On dit toujours la thrombose, c'est la deuxième cause de mortalité chez les malades atteints de cancer. Enfin, il faut rester modeste, hein. On est bien moins bon que les oncologues, hein, puisque quand même la principale cause de mortalité, c'est le cancer lui-même, hein. Et donc la thrombose, on est des petits joueurs, hein, on tue moins de 10% des malades atteints de cancer. Alors quand on regarde les séries, probablement celle en termes d'incidence, celle qui est la mieux documentée finalement, c'est la série des Viennois, donc la première que je vous montre. Et donc c'est une série avec une majorité de cancers solides qui sont suivis prospectivement, des événements thromboemboliques qui sont vérifiés. Et donc on est autour de 7 à 8%, avec une durée de suivi de 18 mois environ. Donc voilà, ce qu'on peut retenir comme chiffre, 5% par an, on n'est pas loin de la vérité, très variable d'un cancer à l'autre, hein. Alors, vous savez qu'il y a un score prédictif des thromboses, qui est le score qui a été développé par Alok Khorana, avec donc 6 variables. Vous voyez, hein, une variable qui est le site du cancer, deuxième variable, 5 variables, pardon, les plaquettes supérieures à 350, l'hémoglobine inférieure à 10, les leucocytes au-dessus de 11 000, et puis le BMI supérieur à 35. Il n'y a pas les antécédents thromboemboliques veineuses, qui pour notre part est un peu surprenant, mais tout ça vient de cohortes de patients cancéreux qui n'étaient pas faites pour ça, et donc il y a un certain nombre de données qu'on n'a pas dans les études. Toujours est-il que ça marche pas mal. Quand vous avez, vous voyez, 0 ou 1 point, le risque de thrombose à 3 mois est inférieur à 1%. Quand vous avez 2 points, ben vous êtes à 2% de thrombose à 3 mois. Et quand vous avez 3 points ou plus, ben vous voyez, là, vous avez un collectif qui représente 15% de la population de dérivation qui a 7% de risque de maladie veineuse thromboembolique, thrombose veineuse ou embolique pulmonaire, thrombose veineuse profonde. Donc on est capable de sélectionner des malades qui sont à plus haut risque. Le problème, c'est que jusqu'à présent, les essais qui ont essayé une prophylaxie de long terme ont pris des malades avec des cancers localement avancés ou métastatiques, quel que soit leur risque, par le score. Et donc, on arrive à des essais qui montrent une différence significative avec une réduction de risque de 50% des événements, mais vous voyez, dans le groupe contrôle, on a 4% d'événements seulement. Donc on a pris des malades à faible risque, et même si c'est une différence significative, il y a trop de malades à traiter pour éviter une thrombose, ce qui fait que ça ne rentre pas dans les mœurs. Une deuxième étude qui montre la même chose avec une autre héparine. Vous voyez une réduction de risque qui est supérieure à 50%, mais à nouveau, un risque dans le groupe contrôle qui est trop faible, et donc une différence absolue de risque qui est trop peu importante pour qu'on traite les malades 4 mois par une injection quotidienne d'héparine. Alors, il y a quand même un cancer dans lequel on a un peu plus de données solides, qui est le cancer pancréatique avancé. Là, on a 2 essais. Attention, c'est des gens qui ont un cancer du pancréas avancé, qui reçoivent de la chimiothérapie, qui n'ont pas thrombosé. Et si vous regardez ici les doses de daltéparine, eh bien, ce sont des doses curatives. Donc, on n'emploie pas de prophylaxie ici, on emploie des doses curatives. Alors, quand on fait ça, ben, effectivement, on a une réduction du risque, vous voyez, qui est importante, hein, qui est là encore de 50%, sauf qu'on part d'un risque absolu beaucoup plus élevé, hein, de l'ordre de, vous voyez, 12%, de l'ordre, pardon, de 28% pour toutes les thromboses, 22% pour les thromboses symptomatiques. On arrive à 9-10%, donc réduction de risque de 50%, sauf qu'on a une réduction absolue qui est là, cette fois-ci, très importante chez ces malades atteints de cancer du pancréas. Une fois qu'on arrête la prophylaxie, bah, les thromboses réapparaissent, hein. Un autre essai qui est sorti tout récemment dans votre revue préférée, donc cette fois-ci c'est de l'énoxaparine, c'est encore pas une dose prophylactique, hein.
c'est la moitié de la dose curative qui est donnée pendant 3 mois, puis ensuite une dose prophylactique. Et là, on observe une réduction, à nouveau, vous voyez, on passe de 15 à 5%, quand même une réduction importante, à la fois relative et en valeur absolue, avec tout de même beaucoup de saignements, et je trouve également beaucoup de saignements sous placebo. Vous voyez, hein, on a 8% sous enoxaparine, on a 7% sous placebo, donc la différence n'est pas significative. Je suis un peu étonné de ce taux d'hémorragie. Donc dans le cancer du pancréas, on a un petit peu plus de données solides. Dans le cancer bronchique, il y a des tendances, c'est des études qui ont été faites a posteriori sur des grandes études, donc on a des petites choses, mais tout ça n'est encore pas très, très solide. Et donc du coup, dans les recommandations, en tout cas pour l'ISTH, les recommandations d'oncologie internationale ne sont pas loin de là. On nous dit qu'il ne faut pas faire de prophylaxie en routine et qu'on peut y penser chez les patients qui ont un cancer du pancréas avancé, qui reçoivent une chimiothérapie et qui ont un risque de saignement peu avancé. Et puis peut-être également chez les patients qui ont un cancer du poumon avancé. Il y a maintenant plusieurs essais qui vont débuter cancer par cancer, parce que je crois qu'aller sur tous les cancers en même temps est probablement pas la bonne idée. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire sur la prophylaxie rapidement. Traitement, vous savez ça maintenant par cœur. 2003, Agnès Lee, Clot. On compare les antivitaminiques K avec un objectif d'INR de 2 à 3 à une héparine de bas poids moléculaire qui est la daltéparine. On a une réduction de 50% des événements thromboemboliques, une réduction qui est significative statistiquement, qui est importante en termes absolus. On passe de plus de 15% d'événements dans le groupe contrôle à 7% dans le groupe daltéparine. On pensait également avoir une réduction des hémorragies. On ne l'a pas observé. Il y a même numériquement un peu plus d'hémorragie sous daltéparine que sous coumadine, la différence n'étant pas significative, mais en tout cas, on n'a pas observé davantage. Résultats qui viennent d'être confirmés par une étude plus récente avec le même premier auteur, cette fois-ci c'est la tinzaparine, on est en 2015, ce sont des malades probablement moins graves, on aboutit à une réduction de risque de 65%, qui, vous le voyez, n'est pas significative, probablement par un manque de puissance de l'étude. Vous voyez que, contrairement à ce qu'on a observé dans CLOT en 2003, les AVK ici ne font que 10% de complications thromboemboliques, alors que la tinzaparine donne à peu près les mêmes résultats que la daltéparine en 2003. Probablement une population avec des cancers un peu moins avancés, un peu moins de métastases, et donc des patients un peu moins graves, qui fait que les AVK font mieux cette fois-ci que la dernière fois. Ça ne va pas remettre en cause les résultats, les méta-analyses vont ressortir, on aura toujours 45% de réduction de risque. La bonne nouvelle dans cette deuxième étude, c'est qu'il y a un peu moins de saignement sous tinzaparine, ce qui n'avait pas été observé dans l'étude CLOT. Toujours pas de différence de mortalité. Héparine de bas poids moléculaire, mortalité du cancer avancé, on oublie. Il n'y a probablement aucune raison de donner des héparines de bas poids moléculaire pour réduire la mortalité des cancers avancés. Alors, quand on fait les méta-analyses, vous voyez, on a une réduction de risque de 50% des événements thromboemboliques, pas de réduction de risque des hémorragies, alors qu'on pensait l'avoir. Et puis, je terminerai rapidement, évidemment, sur les limites des héparines de bas poids moléculaire. Il faut une injection quotidienne, c'est un coût élevé, et donc c'est un peu difficile quand même de les utiliser au-delà de 6 à 9 mois. Les malades commencent à réclamer un traitement oral. Et puis deuxièmement, on dit c'est mieux que les AVK. Oui, mais vous voyez, il reste encore beaucoup d'ennuis. Il y a encore de la place pour de l'amélioration. 5 à 7% de récidive thromboembolique, est-ce qu'on peut s'en contenter? 5 à 7% d'hémorragie majeure, est-ce qu'on peut s'en contenter? Probablement pas. Chez les non-cancéreux, actuellement, avec les thérapeutiques modernes, on est à 1% de complications, et pas à 7%. Donc il y a probablement encore une marge d'amélioration. Alors, les anticoagulants oraux directs là-dedans, vous savez que c'est des molécules qui sont par voie orale, il n'y a pas les INR, c'est la même dose pour tout le monde, ça agit vite, il y a peu d'interactions médicamenteuses, et donc on se dit, dans le cancer, pourquoi pas? Alors, dans les grandes études qui ont comparé les anticoagulants oraux directs aux antivitaminiques K, il y avait un certain nombre de patients cancéreux. Comme c'était des très grandes études, on se retrouve, vous voyez, à comparer un peu plus de 500 malades qui ont un cancer sous AOD, comparé aux AVK. Vous voyez qu'il y a une réduction de risque qui n'est pas tout à fait significative, 40% de réduction, mais avec un hazard ratio
un odds ratio qui monte à 1,10, donc une tendance, mais qui n'est pas significative pour les récidives. Pour les hémorragies, on a une tendance, vous voyez, avec une réduction de risque de pas tout à fait 25%, qui n'est pas significative également. Attention, on ne se compare pas aux héparines de bas poids moléculaire, on se compare aux AVK. Et puis, ce qui doit vous sauter aux yeux, c'est que le risque sous AVK est très faible. Et donc, c'est certes des malades qui ont un cancer, mais qui sont sélectionnés. Et donc, quand on les compare, celle d'Einstein, qui est une des études de ces AOD, avec les malades de CLOT et de CATCH, ben vous voyez qu'il n'y a que 22% de ces malades qui sont métastatiques, alors que dans CLOT et CATCH, on a plus de 50% des malades métastatiques. Il n'y a que 13% des malades qui ont un traitement anticancéreux, alors que c'est la majorité des autres. Et enfin, vous voyez, les AVK, hein, c'est beaucoup mieux administré dans les malades d'Einstein, ce qui veut tout bêtement dire que c'est des malades très sélectionnés. Donc pour l'instant, les AOD dans le cancer, ben, ça fait peut-être pas moins bien que les AVK, peut-être mieux que les AVK, ça n'a pas été comparé au bas poids moléculaire, et donc il faut qu'on travaille. Hein. Donc pour la prophylaxie de long cours, on y travaille, il y a un certain nombre d'études qui sont en cours et qui devraient nous aider dans des cancers particuliers à voir si ça a un intérêt. Pour ce qui est du traitement des thromboses associées au cancer, clairement les héparines de bas poids moléculaire restent l'option qui doit être préférée, celle de première ligne. Elles doivent être données pendant au moins 3 à 6 mois. Ensuite, c'est au cas par cas. Ces résultats sont en fait renforcés par l'étude CATCH qui amène 1000 malades de plus, que le traitement au-delà de 6 mois doit être adapté et que pour l'instant, les anticoagulants oraux directs dans cette indication-là, il y a des essais qui débutent. Donc vous aurez les résultats dans 18 mois. Pour l'instant, on fait les essais, ça veut dire qu'on n'a pas les résultats. Et donc il faut attendre ces essais avant de se lancer avec ces thérapeutiques chez les malades qui ont un cancer actif. Je vous remercie.